Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Now Tech. Nous sommes le 17 novembre 2022 et on attaque tout de suite. Et bonjour à tous, comment ça va les gens? Bienvenue dans le Mug, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai couru à 6h du matin sous la pluie, c'était pas très agréable. Ah ouais, là c'est le bon temps d'hiver là qui revient, je vous le dis, je vous le dis, c'est le bon temps d'hiver là. Hein, on disait il y a plus de saison en octobre, bah là il y a de la saison, hein. Moi je vous le dis, la saison elle est là en ce moment là, elle est bien là. Et la petite pluie là qui te crache dessus là, comme ça, c'était pas très agréable. Voilà. Mais j'espère que vous avez. En vrai, j'espère que vous êtes encore dans votre lit, dans votre lit douillet, encore bien au chaud. Vous êtes peut-être dans les transports, dans la voiture. Je sais, c'est moins rigolo, c'est moins sympa. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Hein, voilà. Comment la France avance sans vous? La France ou les autres pays francophones, bien sûr. Voilà. Bonjour à tous en tout cas, hein. Grand ciel bleu à Narbonne. Oui bon c'est bon, pas la peine de se la péter, Techni Savoir, ça va quoi. Merci, merci Tamors, merci Giant Balls, très joli pseudo. Merci pour ton sub. Au lit avec mon petit chien, mais tu as beaucoup de chance Camembert. Tu as beaucoup de chance et tu as un très joli pseudo. Vous avez des pseudos globalement assez sympas. Camembert est très très bien. Voilà, si vous voulez vous manifester avec vos meilleurs pseudos avant de commencer le mug, n'hésitez pas. Mais je trouve que Camembert est vraiment, on va dire déjà plus raffiné que Giant Balls. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. On va pas se mentir voilà, hein, je vais pas traduire en français, mais vous avez compris. Il y a quand même mieux. Message dans l'oreillette. Aïe aïe aïe. Oui, ah oui, tant pis. J'ai vu l'oreillette, tant pis. C'est voilà, il y aura des clips, voilà. Salut Pépé, comment tu vas? Pépé, on va se voir à la fin du mois. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas, mais on va visiter des trucs très sympas à la fin du mois avec Pépé, mais je ne peux pas en dire plus pour le moment. Je ne sais pas s'il y a un NDA sur ce qu'on va avoir Pépé, je ne sais pas, mais ça va être très sympa. Je vais vous faire des petites stories et tout. Ça va être très très cool et a priori on sera un petit groupe de gens à visiter. Il y a une je dis rien alors. Parce que ça, Pépé Garcia, je crois pas que tu regardes assez l'émission, mais je suis le grand maître qui spoil tout. Et je suis le grand maître à gaffer et à dire des trucs alors qu'il faut pas spoil. Donc je vais me retenir. Mais non, mais j'ai pas dit ce que c'était, Olek. J'ai pas dit ce que c'était. Salut Camille, comment ça va? Salut à tous. Hein. Salut Tinzo23. Salut H3 midi, bonjour à tous, hein. Affiné par raffiné. Bah les deux, effectivement Lex Swiss. Hein. Voilà. Heureusement que tu vois pas mes pseudos sur jeuxvideo.com. Je sais pas, oui ok, je sais pas ce que t'as comme pseudo sur jeuxvideo.com. Moi ça va, je vous l'ai dit, c'est juste, voilà, être obligé de prendre la pluie dès le matin hein, pour aller prendre le métro, c'était pas... Qu'est-ce qui se passe sur les lumières? Qu'est-ce qu'il y a sur la light? Elle va pas la light? Pourquoi? Ah, elles sont en mode Michelin. Non, j'ai changé, Jérôme, c'est faux. Et non, Jérôme, tu n'as pas l'œil. Ce n'est pas les lumières Michelin. J'ai changé ce matin. Et oui, ce n'est pas Michelin. C'est un autre profil. J'avais envie de mettre du bleu et du jaune. Je te promets que ce n'est pas le profil Michelin sur l'appli Philips Hue. Je t'ai eu, Jérôme. Haha. Non. Salut, TD9B. C'est toi le gros BG. Comment tu vas? Comment tu vas? Un profil ASM. ASMR? ASM? Je sais pas ce que c'est ASM. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, vous me dites hein, s'il y a d'autres messages dans l'oreillette, mais non, tout est géré ce matin, tout est parfait. Mais si on écrit dans l'oreillette, c'est pas pour écrire ici, donc c'est secret, monsieur Guillaume Spoilman. Ah non, bah moi je dis tout. Moi vous me connaissez, hein. Si vous faites une blague dans l'oreillette, elle sera dite en direct. Non mais ça va, c'est pas des trucs trop privés là, ça va, on est ok. Guillaume qui change les lumières. Non! Mais attends, en plus, on a déjà eu cette discussion avec Jérôme. Et non, en fait, moi, j'ai tendance à laisser les lights. Et c'est Jérôme qui me dit ouais, moi, je change les lumières de temps en temps en fonction
de l'ambiance, tout ça. Moi, j'étais là, ouais, trop la flemme en fait. Mais je comprends le sens de l'esthétisme. Je comprends. Mais ce matin, j'ai eu une fulgurance. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça fait d'être Jerome Kay, comme on l'appelle dans le milieu, bien sûr, pendant quelques instants. Eh ben, j'ai rien à dire de spécial. Juste, j'ai changé les lights, en fait. Guillaume qui change des trucs sans le dire, c'est pas son genre. Mais quoi? Mais vous êtes médisant ce matin. Éteignez tout, la planète se meurt. Heureusement que t'as mis ton cappa. Hein. Heureusement que t'as montré que c'était de l'ironie, Anthony. Attention. Attention, tu sais que ce sujet-là... Hop, voilà. C'est bientôt Noël, tu fais ce que tu veux. Mais t'as bien raison, François Michel. Mais dis-le à Jérôme, ça. Mais vas-y. Mais lâchez-vous. ASM Clermont, c'est vrai aussi. Oui, ASM Clermont, c'est un truc de rugby, non? Ou de foot? Non, c'est du rugby. Je sais que il y a des sportifs qui vont me détester dans le chat, mais c'est du rugby, non? ASM Clermont. Ou c'est du foot? Enfin, les sports de balle, quoi. Enfin, les trucs là, ils ont un ballon. Waouh, ils doivent tomber par terre et toucher le ballon par terre. Qu'est-ce que c'est que ces sports, quoi? Je dirais, ils sont où elles sont où les petites grenades que tu lances comme ça, là, les petits killstreaks dans Call of Duty? C'est où ça? Hein? Oh, super, on a un ballon, on tape dans une balle. Faut taper dans un rectangle. Super, quoi. Super. Apparemment, en plus, une Coupe du Monde bientôt. Voilà, j'ai failli faire un article Coupe du Monde d'ailleurs, mais je me suis dit que je le referai la semaine prochaine, je pense. Les sports de Giant Balls, bien sûr, évidemment. Ouais, c'est du rugby, hein, c'est ça. J'espère que tu expliques pas les règles de jeu comme tu expliques les règles de sport. Bah, t'imagines? J'explique le Uno. Ouais, bon, alors le Uno, bon, c'est un jeu. Bon, je crois qu'il y a des cartes vaguement. Alors, il faut poser des cartes, mais des fois, il faut pas les poser. Tu vois. Et puis quand il te reste qu'une seule carte, tu dis boulot. Ah non, pardon, c'est Uno. L'enfer. Ça, par contre, Camembert, tu dis une vérité que personne n'est prêt à entendre. Mais c'est vrai, pourquoi un ballon ovale dans le rugby? Posons les vraies questions. C'est un complot, au bout d'un moment, il faut se le dire. C'est un complot. Il y a quelqu'un, il s'est dit, je vais mettre ce ballon ovale juste pour faire chier. Qu'on soit honnête et clair. À quel moment tu fais pas un ballon haut? Je ne sais pas. Voilà. Pour l'attraper. Mais tu peux très bien pas attraper un ballon de foot, FRJS. J'ai déjà fait du foot dans ma vie, beaucoup d'ailleurs. Je te garantis que le ballon rond, tu l'attrapes. Hein. Pour le rebond aléatoire. Mais qui veut faire des rebonds aléatoires? Mais l'aléatoire, mais t'as envie de calculer les trucs. Si le ballon... Hop. Si le ballon... il tombe comme ça. T'as pas envie que le ballon il fasse hop hop. Mais qui a eu cette idée de folie? Sans déconner. Ça tient clairement mieux dans les mains. Mais excusez-moi, mais on ne peut plus parler avec vous, le chat. Mais qu'est-ce que c'est que ce chat? C'est le plateau de CNews ici. Hein. Bonjour à tous. Oui, Samuel, on va parler de tech là, enfin les trucs avec l'informatique, les bits, les 0 et les 1, les machins et tout, c'est bon. Hein. Oui, on va quand même parler de tech, vous avez raison. Vous avez raison, allez, on va parler de tech. On va faire un petit sommaire rapide. Un petit soso, un petit mémère. Hein, un petit soso, un petit mémère. Alors attendez, les boutons là, c'est quoi le bouton? C'est celui-là? Oui, c'est celui-là, il marche bien. Alors, un ballon carré, Guillaume. Au moins, un ballon carré, c'est calculable. Non, ça serait le bordel aussi. Non, ça serait le bordel, Camille. C'est le bordel, Bon alors, hein, mesdames et messieurs, on va parler de Microsoft. Hein. Pourquoi je parle comme Bigard? Je sais pas. On va parler de Microsoft et on va parler effectivement de la suite Office et de Workspace aussi, enfin de Google Workspace, qui était fourni à titre gratuit au sein des établissements scolaires pour, on peut se le dire, endoctriner un peu la jeunesse dans Microsoft. Non mais en vrai pour habituer nos jeunes têtes blondes à Microsoft et à Google, ils filent pas des trucs gratuits pour la bonté de cœur. Et c'est en train de changer, c'est très bien, on va en discuter ensemble, on parlera... regardez-le, vous le connaissez lui ou pas? Moi je sais pas qui c'est ce mec, je sais pas. Bon bref, Elon Musk, hein,
pas quelqu'un que je porte spécialement dans mon cœur. Elon Musk qui a fait une nouvelle muscade. Voilà, on va appeler ça une muscade. Il a fait une muscade. On en discutera ensemble. On va parler de Netflix. Netflix qui va permettre de chasser les squatteurs. La façon de tourner la phrase me termine un peu, me fait beaucoup rire. Mais en gros, ils vont pouvoir, ils vont y offrir la possibilité de gérer les accès, les appareils. On va discuter. Alors ça, par contre, article super intéressant. Vraiment, de Ubisoft et Riot Games qui vont travailler sur une intelligence artificielle pour améliorer les chats des jeux vidéo en ligne, détecter avec de l'IA les comportements problématiques. Je trouve ça super. Vraiment, je trouve que c'est super. On en parlera ensemble. Et on enchaînera avec cet article que je trouve qui fait assez lien, qui fait assez bien le lien avec l'article précédent, sur une réflexion autour de l'IA. Vous allez voir ce que c'est. On parlera de notre merveilleux sponsor O'Clock, bien sûr, point d'exclamation O'Clock dans le chat. Et nous terminerons avec Meta Twitter, avec l'article en fait que je voulais faire la semaine dernière, j'ai pas eu le temps. Et bien cette semaine, on le lira ensemble dans la tartine. Voilà pour les articles, j'espère qu'ils vous plaisent. Et comme dirait un grand sage, j'en ai pas d'autres. Et on attaque tout de suite avec le caca, le wawa. C'est parti. Impossible de finir les articles. Non, tu sais, j'ai pris un entraînement spécial avec Marion. Marion qui est bien sûr la reine hein, quand il s'agit en fait, de faire le boulot correctement, finalement. De tenir les horaires, d'être dans les temps, insérer n'importe quelle expression ici. Et voilà, et non, j'ai revu tous les mugs de Marion, j'ai suivi un entraînement, un entraînement... de moine bouddhiste, pourquoi pas, et donc voilà, et les horaires vont être tenus. Je l'annonce officiellement aujourd'hui, je m'engage, mesdames et messieurs, à être le prochain candidat à l'élection, non, à tenir faudrait que je fasse de la langue de bois. Je m'engage, téléspectateurs et téléspectatrices, à tenir les engagements que j'ai promis durant cette dernière année. Je me suis toujours battu pour un avancement vers le positif. Et c'est très chiant, hein, la langue de bois. C'est très chiant. On va avancer. Alors, on va parler de l'éducation nationale. Voilà. C'est bizarre, j'ai toujours la notif du replay YouTube le matin alors que la vidéo est sortie la veille. Bah oui, c'est chelou. J'avoue. Je n'y crois pas en tant que cheminot. Vu tes retards, je t'engage. Ah, let's go. Ça part. Clippez ça. Ok, il est vraiment bourré. Mais non, je suis pas bourré, mais ça va. Donc maintenant, ça y est, Jérôme, on peut plus être rigolo. Obligé d'être sous pour être rigolo. D'accord, c'est ça le message que tu fais passer, Jérôme? Je suis encore dans le live d'hier avec les débats. Alors, l'éducation nationale exclut les offres gratuites Office 365 et Workspace dans les écoles. Alors, c'est un article du Monde informatique. La doctrine Cloud au centre, ou qu'on pourrait appeler le GLOD au centre, du gouvernement, et oui, car j'ai vu La Soupe aux choux aussi, bien sûr, un de mes films préférés, et je dis pas ça, je vanne pas, vraiment un film que j'aime beaucoup. La doctrine Cloud Centre du gouvernement et la circulaire du 15 septembre 2021 de la DINUM, je ne sais pas ce que c'est, mais très bien, mettent au piquet les offres gratuites de Microsoft Office 365 et Google Workspace à destination des élèves et des enseignants. Cette semaine, le ministère de l'Éducation nationale a tranché dans une réponse donnée à une question posée par le député Modem, Philippe Latombe. Ce dernier avait sollicité le ministère dirigé par Pape Ndiaye pour savoir si l'offre gratuite de Microsoft dans les établissements scolaires ne s'apparentait pas à une forme ultime de dumping à de la concurrence déloyale. Je partage ce constat. Voilà, si vous voulez mon avis personnel. Il mettait en avant le fait qu'il n'y ait pas d'appel d'offres. Ça, c'est vrai que c'est très cher à notre gouvernement français, mais en même temps, c'est bien. Il faut aussi faire marcher la concurrence, c'est plutôt bien. Enfin, il soulignait le problème de souveraineté en raison de la localisation des données personnelles sur un globe américain et l'extraterritorialité du droit américain. Il a bien raison, il n'y a pas de raison particulière que nos données de nos élèves français aillent aux States. Quand bien même on peut très bien aimer les States, la route 66, bien sûr, les McDonald's et tout ça, bah au bout d'un moment, voilà, on peut garder nos données en France, non? Je pense que c'est pas mal.
Dans sa réponse, le ministère se réfère aux 2 textes cités précédemment. Le premier est la doctrine GLOD au centre, dévoilée en mai 2021 avec comme credo le GLOD et l'hébergement par défaut des services numériques de l'État, soit dans un cloud interne, soit dans un cloud externe qualifié par l'ANSSI comme un cloud de confiance. Le second est la circulaire de la DINUM, qui s'apparente on dirait un nom de rappeur, qui s'apparente à un rappel à l'ordre en rappelant que le déploiement d'Office 365 est prohibé dans l'administration. On peut ajouter l'avis de la CNIL sur l'utilisation des outils collaboratifs américains au sein de l'enseignement supérieur et de la recherche en mai 2021. Bref. En conséquence, le ministère précise que depuis octobre 2021, il a demandé aux recteurs d'académie d'arrêter tout déploiement ou extension de cette solution ainsi que de celle de Google qui serait contraire au RGPD. Et oui, le fameux RGPD. Le gouvernement rappelle néanmoins que l'application de cette décision est du ressort des collectivités territoriales. C'est là où Jean Massier pourrait vous expliquer l'importance des collectivités territoriales. Les mairies pour les écoles primaires, les conseils départementaux pour les collèges et les conseils régionaux pour les lycées. Si cette décision était attendue et cohérente avec la doctrine de l'État sur le GLOD, en pratique, la bascule sur des alternatives à Office 365 ou Workspace n'est pas aussi simple. Ça, je le reconnais aussi. C'est pas parce qu'il faut faire mieux qu'on peut tout casser d'un coup non plus. Voilà. Il existe certes des solutions open source comme LibreOffice ou OnlyOffice. OnlyOffice ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? OnlyOffice ? Attendez. Coller à aller. OnlyOffice. Bureau en ligne sécurisé. Putain, je connaissais pas du tout. Ah oui, ok, ça ressemble vachement à Word. Ah putain, oui, ça ressemble même beaucoup à Word. Ok. Gérer votre bureau privé avec la suite OnlyOffice. C'est open source ça ? Attendez, c'est open source. Pour l'instant, ça a pas l'air trop open source. Hein. Communiquer via le chat intégré ou Telegram, passer des appels avec Jitsi ou Rainbow. Ouais, il y a des appels avec Jitsi, c'est open source. Code source ouvert et disponible sur GitHub. Trop bien. Bah, ça a l'air vachement mieux que LibreOffice, parce que excusez-moi, LibreOffice, bon, on peut se le dire maintenant entre nous. On est entre nous, les gens. C'est pas terrible, quoi, LibreOffice. Très honnêtement, c'est pas terrible. Putain, ça a l'air pas mal. Voyons voir, pour les entreprises, pour les développeurs. Docs, Workspace. C'est pas mal, tester c'est pas top. Ah, le chat Twitch. Vous me régalez, hein. Vous savez que le chat Twitch, c'est toujours une personne va dire que c'est pas bien et la personne d'après va dire que c'est bien. C'est encore prouvé ce matin. C'est OSS, c'est open source, il y a le repo GitHub. Ok. Entreprise édition, licence à vie à partir de 1500 €. C'est un prix plutôt raisonnable pour une entreprise. Je sais que certains vont dire quoi, 1500 ? Non, pour une entreprise, c'est raisonnable. Pour usage domicile, home server, 149 €. Ok, 10 utilisateurs. Ok, il y a des applis mobiles aussi. Application mobile. Ok, non, ça a l'air pas mal. Je connaissais pas. On n'est pas sponsor, hein, bien sûr, hein, je tiens à le préciser. Non, mais ça a l'air pas dégueu. Le fait que ça soit open source, c'est plutôt sympa. Bah tiens, Jean, en parlant du loup, je viens de parler de toi à l'instant. Regarde, Jean, regarde. Ah, je parlais de toi à l'instant, je disais. Le gouvernement rappelle néanmoins que l'application de cette décision est du ressort des collectivités territoriales. Et j'ai dit, mais toi, tu expliquerais très bien l'intérêt des collectivités territoriales, hein, les mairies, les conseils départementaux. Ça a même un nom, tu l'as déjà dit en live, mais je sais plus ce que c'est. Ça a un nom, les trucs qui sont pas au niveau de l'État, oui, c'est les collectivités territoriales. Non, mais c'est ça. Et tu disais que c'est très important, de mémoire, il me semble. Que c'est très important et que c'est souvent sous-estimé, qu'on n'en parle pas assez dans les débats, etc. Et tutti quanti, bien sûr. Voilà. Tac. Tu m'excuseras, mais LibreOffice, c'est très bien. Bah, tu m'excuseras aussi, Lemmings. Je trouve LibreOffice pas ouf. Quand tu testes, je trouve ce que fait Google ou ce que fait Microsoft, factuellement, je trouve que LibreOffice, c'est pas dingue, quoi. Vraiment, hein. Ouais, décentralisation. Merci BistroPixel pour l'abonnement. Merci beaucoup. Au moins, on peut l'acheter chez LibreOffice, pas comme chez Microsoft, où tu ne peux prendre un abonnement que pour les particuliers. C'est vrai. Avec le lycée 4.0, il y a eu du pack Office gratuit. Bah, bien sûr, encore une fois, pour mettre en fait, habituer j'allais dire les étudiants, non, mais les collégiens, les lycéens,
à du GAFAM, quoi, à du Microsoft, à du Google, ce qui est un vrai problème. Ce qui est un vrai problème. Moi, j'ai été impacté par ça. Je suis très habitué à Microsoft et à Google, parce que j'ai grandi à une époque où, effectivement, il y avait du Word dans les collèges et les lycées. Mais en soi, il faut que ça change, et il faut aussi que les solutions apportées soient vraiment pertinentes et puissantes. Vous voyez, typiquement, je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative à la suite Google Docs en ligne. Et vous savez que je suis pas fan de Google, bordel, vous le savez en plus. Hein. Mais je trouve que factuellement, en termes d'usage, en termes de facilité d'utilisation, Google Docs, il y a très peu d'alternatives qui sont aussi convaincantes. Parce que en fait, le problème, c'est qu'il y a des utilisations alternatives, mais souvent, par exemple, l'appli mobile, elle est pas ouf, quoi. Typiquement. Les applis mobiles de Google, Google Sheets, Google Docs sont vachement puissantes. Sinon, Page Number Keynote, c'est bien aussi et c'est gratuit. Le problème, c'est que tu t'enfermes dans l'écosystème Apple et moi, je fais pas partie de ça. Je pense que j'ai un des iPhones les moins enfermés dans l'écosystème Apple. Dans le sens où mes contacts, par exemple, sont pas du tout chez iCloud, etc. Arrête de mentir, on sait que le G tatoué sur ta fesse, c'est pas pour Guillaume, mais pour Google. Eh merde, tu m'as eu. Le truc, c'est qu'en entreprise, tu as des logiciels comme Microsoft indispensables comme Excel, donc je suis mitigé. Excel, c'est une compétence. Mais c'est vrai, mais c'est un problème. Excel devrait pas être une compétence, tu vois. La suite Apple est dispo en version web et gratuite. Ah bon? Ok. En même temps, maîtriser la suite Office est exigé par les entreprises. Ça me paraît très anachronique de ne pas l'utiliser. Mais est-ce que c'est pas le serpent qui se mord la queue? Ouais, tu vois, voilà, Audrixan, tu poses le problème. Dans mon école, on avait LibreOffice et Word. C'est incroyable comme les profs eux-mêmes switchaient constamment sur Word parce que LibreOffice est trop archaïque. Vraiment. C'est pour ça, là, ça a l'air pas mal. Comment ça s'appelle? Merde. OnlyOffice. Ça a l'air pas dégueu du tout. Ça a l'air pas dégueu. Rien ne vaut le Markdown. C'est bien le Markdown, moi j'aime bien. Excel est trop utilisé en Shadow IT dans les entreprises avec VBA, c'est monstrueux. Ouais, bah en fait parce que c'est ce que j'avais appris en cours et c'était pas mal, c'est VBA et Excel permettent de faire de l'informatique pour des non-informaticiens. On avait eu tout un cours là-dessus. Module au début que j'avais trouvé nul à chier parce que quand t'es étudiant, tu trouves beaucoup de trucs de cours nuls à chier. Et en fait, avec du recul, les profs, ils avaient raison de nous faire ce module de cours. On avait fait des programmes uniquement en Visual Basic et enfin justement sans utiliser de code. Comment ça s'appelait ce logiciel? Putain, j'ai un trou. Mais c'est un truc de la suite Office qui permet de faire des interfaces et des logiciels Access. Je crois que c'était Access. C'est moche de dire des non-informaticiens. Ouais, mais tu vois, un des trucs que m'ont appris mes études et je trouve ça vachement bien, c'est de se forcer à penser les choses pour les non-informaticiens. Ouais, c'est Access, hein, c'est ça. De penser les trucs pour les non-informaticiens, et c'est vachement important de garder cet état d'esprit quand tu fais du code. Parce que t'as très vite fait de coder des trucs pour des codeurs. Et là, Jérôme peut très bien réagir là-dessus. mais c'est vraiment un souci. Et Access, c'est très puissant. Honnêtement, Notion peut remplacer toute la suite Microsoft pour un étudiant lambda. Ouais. Ouais, mais tu vois, là j'ai un peu mes convictions de Libris qui reviennent. Je trouve que pour des collégiens et des lycéens, ça serait quand même vachement important d'avoir une solution open source viable, qui fonctionne vraiment, quoi. Mais je sais que c'est pas bien LibreOffice. Certains le défendent, mais je vous garantis que ça s'utilise pour faire des trucs basiques, mais dès que tu fais des trucs un peu poussés, ça atteint vite ses limites et je trouve que l'ergonomie a vraiment vieilli, quoi. Ça a vraiment vieilli. J'ai des mauvais souvenirs d'Access pendant mon BTS. Moi, ça va, Access. Ça va. On va avancer les gens parce qu'on a beaucoup d'articles quand même, donc je vais un peu avancer, mais l'article est quand même néanmoins très intéressant et je voulais vous en parler. On va parler d'Elon Musk. Ah oui, effectivement, il faut arrêter de le triquer, Elon Musk. Non, plus sérieusement, Elon Musk a fait encore une muscade. L'offre délirante d'Elon Musk à ses employés. Alors Elon Musk n'est plus à un coup d'éclat près depuis qu'il a racheté Twitter. Le nouveau patron du réseau social a ainsi demandé individuellement aux employés du réseau social de s'engager d'ici ce jeudi 17 novembre à se donner à fond pour l'entreprise, faute de quoi ils seront licenciés selon un courrier interne. Je cite.
Pour bâtir un Twitter 2.0 révolutionnaire et réussir dans un monde de plus en plus concurrentiel, nous allons avoir besoin d'être à fond à l'extrême, a écrit le nouvel actionnaire majoritaire de la plateforme dans cette communication interne. Cela signifie travailler de longues heures à haute intensité, a-t-il poursuivi. Seule une performance exceptionnelle vaudra une note suffisante. Le dirigeant a invité les employés à adhérer à son approche en cliquant sur une case oui et expliqué que s'il ne faisait pas avant ce jeudi expliquer que s'il ne le faisait pas avant ce jeudi à 17h heure de New York, il quitterait Twitter avec une indemnité correspondant à 3 mois de salaire. Donc en gros, acceptez de cruncher s'il vous plaît, sinon vous dégagez. C'est ce qui est demandé par Elon Musk. Une méthode qui détonne même aux États-Unis où le droit du travail est moins protecteur des salariés que dans beaucoup de pays développés. À son arrivée à la tête du groupe de San Francisco fin octobre, Elon Musk a congédié la plupart des hauts responsables de l'entreprise et d'autres ont démissionné, le laissant quasiment seul aux commandes. Bizarre, tiens. Bref. Il a fait venir des ingénieurs de son fleuron Tesla pour l'aider à évaluer les employés de Twitter avant de licencier environ la moitié des 7500 salariés de la plateforme, à peine une semaine après le rachat. Mercredi, lors d'une audience dans un procès concernant sa rémunération chez Tesla, le milliardaire a assuré que les cadres de Tesla étaient venus sur la base du volontariat. Bien sûr. Il a précisé qu'une restructuration fondamentale de l'organisation de Twitter serait probablement terminée cette semaine. Une fois la frénésie des débuts passée, je cite, « Je pense que je réduirai le temps que je passe à Twitter et trouverai quelqu'un d'autre pour le diriger », a-t-il souligné. Pour la diriger l'entreprise. C'est une excellente nouvelle, a réagi l'analyste Dan Ives de Wedbush, qui relaie les inquiétudes du marché des investisseurs de Tesla au sujet du comportement du multi-entrepreneur. Tout ce cirque chez Twitter doit cesser, cela nuit à l'image de marque de Tesla, a commenté Dan Ives jeudi dernier. Vous avez vu, je fais l'investisseur américain. Le réseau social traverse de sérieuses turbulences, marquées notamment par le retrait de plusieurs annonceurs majeurs qui ont interrompu leurs achats d'espaces publicitaires sur la plateforme, principale source de chiffre d'affaires pour le groupe. Et oui, parce que les annonceurs, bien sûr, n'ont pas envie d'avoir leur message à côté de tweets racistes, antisémites, etc., etc. Ce qui est, d'une certaine façon, un garde-fou pas si mal pour les plateformes. Le fait que les annonceurs et la publicité ne veuillent pas être associés à des messages illégaux, hein, parce qu'en France c'est illégal, voilà, on va utiliser ce terme. Elon Musk a prévenu les équipes de Twitter que la société risquait la faillite si elle ne parvenait pas à générer davantage de revenus dans les mois à venir. Dans son style habituel, le fantasque dirigeant a alterné ces derniers jours les menaces, les prophéties, les décisions abruptes et les sarcasmes. Un bon petit cocktail très sympathique. Plusieurs ingénieurs ont été licenciés depuis lundi pour avoir questionné ou critiqué le nouveau patron sur Twitter. Alors ça, c'est Jérôme qui en a parlé hier. Parce qu'ils ont critiqué effectivement Elon Musk sur Twitter. D'après leurs tweets et ceux d'Elon Musk, Elon Musk a d'ailleurs tweeté « Je voudrais présenter mes excuses pour avoir viré ces génies. Leur immense talent sera sans doute très utile ailleurs », a ironisé mardi celui qui se présente comme le défenseur ultime de la liberté d'expression. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire encore une fois qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Est-ce qu'on a le droit d'utiliser le mot connard pour parler d'Elon Musk ? Non, parce qu'au bout d'un moment, je suis désolé, mais voilà, je pense que c'est une personne qui ne mérite pas le respect. Je le considère comme quelqu'un d'absolument toxique, très 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 toxique. Le fait de normaliser le crunch, encore une fois, dans l'industrie, dans n'importe quelle industrie, je trouve ça pas normal. Alors après, on peut avoir un débat sur le fait qu'il y ait des périodes dans les entreprises où il faut mettre un petit coup d'accélérateur. Ça, je peux l'entendre, il y a des moments, mais il faut que ça soit très rare, très occasionnel, que ça ne dure vraiment pas très longtemps, ça peut s'entendre. Mais là, on n'est pas dans ce cas-là. Là, on est dans un contexte extrêmement toxique. Je trouve que ce n'est pas un modèle de travail qui est positif, qui est bon, qui va vers le futur. J'ai un vrai problème aussi effectivement avec les règlements de compte sur Twitter. Alors Jérôme en a parlé hier. Alors je passe totalement d'accord à 100% avec Jérôme, mais je vais pas en reparler parce que en fait on a beaucoup débattu de ça hier. J'avais donné un peu mon avis dans le chat, donc voilà. Ceci étant mis de côté. Effectivement, voilà, donner un mail à ses employés pour dire soit vous crunchez, soit vous dégagez, c'est très crade.
C'est extrêmement crade et c'est pas comme ça qu'en tout cas personnellement j'envisage le monde du travail. Je fais partie des gens qui pensent que bosser moins c'est bosser mieux. Alors ça ne marche pas pour tous les contextes d'entreprise, mais effectivement je fais partie des gens qui pensent qu'il vaut mieux bosser quelques heures par jour, mais les faire efficacement, plutôt que de faire du présentiel et de se tuer au travail et en fait de pas être productif et de juste rien foutre à la fin de la journée parce que il est 19h et que tu as envie de rentrer et qu'en fait en fait t'es crevé mentalement ou physiquement, hein. D'ailleurs ça vaut là pour le coup pour pas mal de métiers. Donc voilà, donc au bout d'un moment avec tout ce que fait Elon Musk, je ne crois pas moi à un plan global, pensé, réfléchi à 100% par Elon Musk. Je pense que il a quand même une idée phare, c'est ça, Jérôme, on en avait discuté, c'était intéressant. Elon Musk, il faut bien comprendre qu'Elon Musk, son but, c'est d'améliorer l'humanité. Voilà, c'est son credo. Si vous prenez ça en compte en pensant à Elon Musk, vous comprenez beaucoup mieux pourquoi il fait un peu des choses. Le problème, c'est que l'enfer est pavé de bonnes intentions, comme on dit, et que tu peux vouloir le bien. Mais si tu détruis des vies, si tu vires des gens, après, licencier des personnes peut avoir du sens dans certains contextes économiques, j'entends, mais en fait, tu peux créer le chaos en faisant exactement, en voulant faire le bien. Le fait de vouloir, moi je trouve l'exemple parlant, c'est la liberté d'expression. Le fait de vouloir une liberté d'expression totale, c'est un principe qui peut paraître noble, mais en fait, dans les faits, qu'est-ce que ça cause ? Dans les faits, ça cause des personnes qui vont se lâcher complètement, dire des trucs absolument horribles, des choses absolument racistes, complètement antisémites, homophobes, etc., etc. Voilà, j'ai pas besoin d'illustrer spécialement. En fait, ce que ça fait, je trouve que la liberté d'expression totale est un bon exemple de l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc voilà, non, je pense qu'effectivement, ça fait chier, oui, mais les choses sont nuancées. Tu ne peux pas avoir une liberté d'expression totale concernant Twitter. En tant que patron, c'était un peu le débat d'hier, tu te dois d'avoir du respect pour tes employés aussi. Le respect va dans les deux sens, etc., etc. Voilà. Donc je le redis, ça va peut-être en choquer certains, mais ça fait du bien des fois. Elon Musk est un connard. Voilà, point. C'est un caca, c'est un déchet, et voilà. Et c'est pas grave. Il y en a plein. Il y en a plein. Et c'est comme ça, et il m'énerve, et il m'agace. Et il ne mérite pas mon respect. Il n'a pas donné assez de preuves qu'il mérite du respect. Point. Voilà, maintenant, certains diront oui, dans le mug, c'est pas nuancé de dire que c'est un connard. Merde. Voilà, au bout d'un moment, on est un peu français, on aime bien dire merde. Voilà, comme Léo Dagan dans Kaamelott, merde. Bordel. Non, mais c'est vrai, c'est très agaçant. Au bout d'un moment, voilà. Voilà, et je dirais pas ça de quelqu'un d'aléatoire. Voilà, tout le monde mérite du respect. Je dirais pas ça de n'importe qui. Au bout d'un moment, là, c'est des milliers de personnes qui vont être licenciées. Ils les respectent pas. D'une certaine façon, ça détruit des personnes. Je rappelle que l'argent tombe pas du ciel et que être viré est un traumatisme, en règle générale. Et que j'ai une pensée qui va d'abord pour les employés de Twitter, notamment ceux qui essayent de défendre un peu leur steak, d'expliquer les choses. Il y a quand même beaucoup de gens qui témoignent sur le fait qu'Elon Musk n'est pas à l'écoute. Voilà. 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 Tu dis quoi, Ashley Cake? Je remets parce que je trouve ça important. Article The Advocate hier soir. Musk a aussi rejoint un groupe TikTok anti-LGBTQI+. Désolé, hein, je dis pas ça pour faire chier. Je suis pas forcément toujours au fait des derniers acronymes. Pour harceler, moquer des... Alors tes messages ont été censurés.
Rappelons qu'il a lui-même une fille transgenre qu'il a rejetée légalement comme étant son père, c'est ça? Ok, bah le problème c'est que ça. Alors, je veux bien te croire, hein, c'est juste que j'ai pas lu du tout ça, donc je prendrai des pincettes, mais je veux bien te croire. Je veux bien te croire. Euh... euh, Le pire, c'est que cela nuit au fonctionnement de l'entreprise pour le moment. Non, alors après, pour contrebalancer un peu, et ça va être l'article de la tartine. Je comprends ce qu'Elon Musk essaye de faire par rapport au fait de vouloir avoir un vrai business model. Ça, je trouve ça bien. Ça, je trouve que c'est une bonne chose de réduire la dépendance à la publicité et de vouloir un vrai modèle, un vrai business model basé sur le fait que des gens payent un service. Moi, je trouve ça plus sain. Voilà, par contre, tout ce qui est à côté, c'est à chier. Voilà, tout ce qui est à côté, c'est pas terrible. Oui, non, et Après, c'est pas le seul à virer la moitié de ses employés, peu importe la raison, sauf que lui l'annonce et fait de la pub sur Twitter, les autres non. Tout à fait. Et regardez la différence. Voilà, bah, je peux vous donner, la semaine dernière, j'avais traité l'article avec Mark Zuckerberg. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Mark Zuckerberg, il a fait les choses beaucoup plus proprement. Sauf que ça fait moins de drama et de publicité. Mais rappelez-vous, Elon Musk, alors attendez, pardon, Mark Zuckerberg. Attendez, je vais essayer de retrouver l'article. Je dois l'avoir dans l'historique. Si je tape Mark. Si je tape Meta. Meta, gna gna gna. Non, je l'ai pas. Mais bon, voilà. La semaine dernière, j'avais traité un article où Mark Zuckerberg, effectivement, disait qu'il il licenciait des gens, mais il prenait ses responsabilités. Mark Zuckerberg disait, voilà, je prends mes responsabilités, j'ai embauché trop de personnes, j'ai fait une erreur d'analyse, la croissance économique n'est pas celle que j'espérais, je me dois de licencier des gens, j'en suis désolé, etc., etc. Vous voyez un peu le deux poids, deux mesures? Dans Libération, un éditorialiste disait que Musk... Merde, j'ai loupé ton message. Veut créer une app comme WeChat. Je ne l'ai jamais entendu raconter ça, tu confirmes? J'avais vu passer un truc comme ça, qui voulait créer une espèce de réseau social un peu où il y a tout dessus. C'était un peu un de ses buts. Alors je sais que voilà, hein, je sais qu'il y a des gens qui sont choqués quand on insulte quelqu'un, mais je crois que la colère a du sens des fois. Je crois qu'un peu de colère, c'est pas anodin. Et je crois qu'un peu de colère, c'est parfois important. N'en déplaise à certains. Mais je pense que des fois, ça fait un peu du bien. Et qu'il y a des moments où quand il y a des personnes qui font des choses qui sont vraiment très, 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 très choquantes, moi je trouve ça choquant, je crois qu'on est en droit de... C'est un avis personnel, ça se discute, mais je crois qu'on est en droit philosophiquement de râler un peu. Voilà. Après, on peut excuser Guillaume. Un sudiste qui habite à Paris subit la pluie le matin pour aller à travailler, c'est pas facile. Exactement, c'est la faute à la pluie. Voilà. Tu dis quoi, Jérôme, la différence entre Marc et Elon? Marc a fondé sa boîte et a racheté une boîte trop chère. Ah merde, ton message, je crois qu'il est un peu tronqué, Jérôme. Musk n'est pas comme nous compte tenu de sa pathologie. Je suis vraiment pas d'accord avec toi, Tiblasseur. Je pense que même s'il a été diagnostiqué avec un spectre autistique, je ne sais pas quels sont les termes exacts précis, ça n'excuse pas tout. Parce que, comme on l'a déjà répété plein de fois dans le mug, tu peux très bien prendre un conseiller ou une conseillère qui va te gérer un peu ta communication. Voilà, point. Donc ça n'excuse pas tout. Ne pas juger trop vite non plus. Oh, alors là, Karl, combien d'articles, combien de news on a fait le matin sur Musk, combien de fois on en a parlé? Au bout d'un moment, c'est pas un jugement trop rapide. Là, on est quand même sur des... On est quand même, je pense,
sur au moins une cinquantaine de mugs où on en parle. Donc jugement trop rapide, je comprends ce que tu dis, mais tu m'excuseras de penser que le jugement n'est pas trop rapide. Au contraire, je trouve le jugement peut-être un peu lent, tu vois. Bref, allez, on va avancer. Non, mais t'as le droit de le défendre, Tiblassor. Tu as le droit d'avoir ton avis. Tout à fait, tu as le droit d'avoir ton avis. Tant que ton avis est écrit de façon respectueuse, tu as totalement le droit. Allez, on va avancer. Parlons d'un sujet un peu différent. Netflix vous permet enfin de chasser les squatteurs. Le géant du streaming met encore un peu plus l'accent sur la fin du partage de comptes. Désormais, vous pourrez forcer la déconnexion de comptes secondaires. Netflix tend un peu plus la main aux utilisateurs pour les inciter à mettre fin au partage de comptes. Depuis ce mardi 15 novembre, les titulaires de comptes peuvent déconnecter les comptes secondaires qui ont accès à leurs abonnements. Alors, vous devinez bien que c'est pas anodin, cette annonce. Intitulé « Gérer les accès et les appareils », l'option est réglable dans l'onglet « Sécurité et confidentialité », lequel se trouve directement dans les paramètres du compte titulaire. Une fois le chemin parcouru, l'utilisateur peut voir tous les appareils qui utilisent ou ont utilisé l'abonnement. Pour une raison étrange, Netflix assure que l'objectif premier de la fonctionnalité est de permettre de réparer certains oublis. Bien sûr. Par exemple, vous vous connectez à votre compte sur l'ordinateur d'un ami et vous oubliez de vous déconnecter en partant. Aucune mention du partage de compte, bah évidemment. Pourtant, cette nouvelle option représente bien une nouvelle étape dans la mise en place d'une taxe supplémentaire en cas de partage. Autrement dit, Netflix laisse une chance aux titulaires des abonnements de faire le ménage eux-mêmes. En gros, ils sont en train de faire ce que fait Adobe avec sa suite. Adobe, quand vous êtes connecté, voyez typiquement, moi j'ai la suite Adobe, je n'ai le droit qu'à 2 ou 3 ordinateurs connectés en même temps. Si je me connecte sur un nouvel ordinateur, il me propose de supprimer un vieil ordinateur. Et c'est exactement ce qu'est en train de faire Netflix, en fait. Pour rappel, la plateforme augmentera ses prix pour tous les comptes partagés à partir du 1er janvier 2023. Donc en gros, pour ceux qui ont la suite Adobe, vous voyez exactement ce que Netflix va faire début 2023. Voilà. Après, pour ceux qui se connectent dans les hôtels Airbnb, ça peut être utile pour les quelques distraits. Oui, mais en fait, c'est quand même un retour en arrière dans le sens où, en fait, avant, il te faisait pas chier, tu te connectais à Netflix, point. Là, aujourd'hui, tu te connectes à Netflix et tu vas avoir des limites. Maintenant, je peux quand même entendre que Netflix puisse râler sur le fait que des fois, il y a des comptes peut-être partagés avec 10, 20, 30 personnes. Ça, effectivement, c'est chiant. Donc, à voir combien de limites de comptes ils mettent. Encore une fois. Voilà. Mais ça va faire grincer des dents, hein, Netflix. Hein. Netflix va perdre des utilisateurs. Ça, c'est sûr. Sauf que les utilisateurs prêtent leur compte volontairement. Là, c'est pour responsabiliser les utilisateurs pour les sanctionner honteux. Ouais. Pour faire un peu l'avocat du diable, je peux aussi comprendre que Netflix puisse être agacé par des gens qui vont prêter leur compte à une dizaine, vingtaine de personnes, parce qu'il y a des comptes comme ça qui sont vendus. C'est pas facile, hein, cette question. C'est pas facile. Maintenant, quelle limite va mettre vraiment Netflix et tout, on verra en début 2023. Ça va être la mort de Split. Ah, pour Netflix, ça va être la mort de Split. Hein. Ça, c'est sûr. On me dit dans l'oreillette que non. De quoi? Attendez. On me dit dans l'oreillette qu'Elon s'intéresse à Netflix. Guillaume est en train de résilier son abonnement. Mais non. Pas pire qu'OCS au niveau respect du consommateur. Du coup, toujours un cœur pour Netflix. Ouais. Netflix reste une entreprise, à un moment donné, ça peut pas rester open bar, tout service mérite rétribution. Ouais, c'est là où je suis un peu mitigé. En fait, on verra 2023 comment ça va se passer. Voilà. Split est en procès avec Netflix et Disney. Ah, intéressant. Je savais pas. Ok. C'est le retour du Tipiak. Je pense que c'est déjà le retour du Tipiak parmi certains d'entre vous. Je suis convaincu dans le chat, il y a des gens qui ont recommencé à Tipiaker, à pirater, hein, ça veut dire, depuis quelques mois. C'est sûr. Sûr et certain. Alors, mesdames et messieurs, nous allons parler d'un article que je trouve absolument passionnant, un article en anglais sur le site d'Ubisoft, que j'ai traduit sur DeepL pour que ça soit un petit peu plus fluide à lire. Ubisoft et Riot Games s'allient pour tackle, c'est une charge en anglais, mais pour lutter contre les contenus problématiques, les contenus néfastes dans les chats des jeux vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est que cet article ? Merci à DeepL, bien sûr. C'est un article d'ailleurs de Ubisoft, celui d'avant c'était Geeko et avant c'était Huffington Post.
Ubisoft et Riot Games ont uni leurs forces pour un nouveau projet de recherche visant à rendre les espaces de jeux vidéo en ligne plus sûrs. Alors, l'élimination, là c'est une traduction qui n'est pas parfaite. En gros, en anglais, c'est removing harm dans les jeux vidéo. Ils ont traduit par l'élimination du terme préjudice. C'est pas ce que ça veut dire. Removing harm, ça veut dire supprimer les choses qui blessent dans les jeux vidéo. C'est comme ça qu'on peut le dire. Est un travail crucial et continu, et leur projet Zero Harm in Comms, donc pas de messages dérangeants dans les communications, vise à développer un cadre plus nuancé et plus robuste que tout ce qui existe pour y parvenir. C'est un objectif important et les deux éditeurs reconnaissent qu'il ne peut être atteint qu'en équipe, donc ensemble, en gros, en s'alliant. Nous ne pouvons pas résoudre ces problèmes seuls, déclare Yves Jacquier, directeur exécutif du département recherche et développement d'Ubisoft. Nous voulons construire le cadre pour cela, partager les résultats avec la communauté, voir comment ça se passe et faire venir plus de monde. Alors comment ça marche ce projet ? À la base, le projet de recherche Zero Harm in Comms vise à créer une base de données partagée et anonymisée, utilisée pour entraîner les systèmes d'Ubisoft et de Riot à détecter et atténuer les comportements perturbateurs. Voilà, comportements perturbateurs, c'est une bonne traduction. L'idée a été conçue par Jacquier et Wesley Kerr, responsables de la recherche technologique chez Riot Games, pour jouer encore un peu à LoL, à League of Legends. Il y a encore des problèmes de toxicité, vraiment, dans LoL. Qui s'intéressent tous deux à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage profond, le deep learning, ainsi qu'aux innovations techniques dans ce domaine. En se rapprochant sur des intérêts communs, et plus précisément c'est sur des défis partagés, il est apparu clairement que le contenu préjudiciable est un problème massif. Donc les comportements perturbateurs. Et les deux hommes étaient insatisfaits des solutions actuellement disponibles. Parce que dans League of Legends, par exemple, vous avez un tribunal. Quand vous signalez des gens qui posent problème, il va y avoir un jugement donné par la modération de League of Legends. Mais le problème, c'est que c'est que du a posteriori, pas du a priori. Nous sommes tombés d'accord sur le fait que les solutions que nous pouvons utiliser aujourd'hui ne sont pas suffisantes pour le type de sécurité que nous avons en tête pour nos joueurs, déclare M. Jacquier. Nous avons vraiment reconnu qu'il s'agit d'un problème plus important que celui qu'une seule entreprise peut résoudre, ajoute Weasley, c'est un prénom masculin, Monsieur Kerr. Et donc, comment pouvons-nous nous rassembler et commencer à avoir une bonne prise, à bien travailler sur ce problème que nous essayons de résoudre? Comment pouvons-nous nous attaquer à ces problèmes, puis faire progresser l'ensemble de l'industrie? Recueillis à partir de divers journaux de discussion dans le portefeuille de jeux d'Ubisoft et de Riot, dans l'ensemble des jeux d'Ubisoft et de Riot, les données, donc des chaînes de texte, du texte tout simplement, sont débarrassées des informations d'identification personnelle, donc c'est anonymisé, et des informations personnelles. Elles sont ensuite catégorisées, étiquetées par comportement. Est-ce que ce message est neutre ? Ou est-ce que ce message contient du racisme ou du sexisme ? Donc ça, c'est l'intelligence artificielle qui peut essayer de le déterminer. Et c'est utilisé pour former des systèmes automatisés afin de mieux reconnaître et séparer ces comportements nuisibles du saut. Alors je sais pas, from the jump. Alors je sais pas comment ils l'ont traduit ça. Et séparer ces comportements nuisibles tout court. La clé du projet réside dans le volume considérable de données que le duo tente de rassembler. Effectivement, pour qu'une intelligence artificielle fonctionne, il faut qu'il y ait énormément de données qui nourrissent l'algorithme. Avec plus de données, ces systèmes peuvent théoriquement acquérir une compréhension des nuances et du contexte au-delà des mots-clés. En fait, si vous ne connaissez pas GPT-3, c'est exactement ça. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a moyen de faire des démos. GPT-3, est-ce qu'on peut faire des démos? Merde. GPT-3 démo, il y a des démos. Il n'y a pas du tout de démo ici. Démo, je sais pas, c'est pour un peu vous illustrer. GPT-3, Playground, ouais. Voyons voir. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'on peut faire une... Voyons voir, tagline. Non, on va pas le faire maintenant. Mais en gros, effectivement, ce qui est très fort avec GPT-3, c'est que vous pouvez lui filer du contexte. Vous pouvez par exemple dire nous sommes actuellement dans une pièce, nous sommes actuellement dans une cuisine, Jessica et je sais pas, et Michael sont en train de cuisiner un bœuf bourguignon. Vous pouvez donner des attributs physiques aussi, par exemple Michael est brun, Jessica est blonde, etc., etc. En fait, vous pouvez donner du contexte à l'IA et ensuite vous allez pouvoir poser des questions. Par exemple,
Qu'est-ce qu'ils sont en train de cuisiner? Là, ça va vous répondre, ils sont en train de cuisiner un bœuf bourguignon. Mais en fait, ça va être plus fin que ça. Ça va être, par exemple, si vous dites, je cherche une recette de cuisine, ça va vous dire, un bœuf bourguignon serait intéressant. Vous voyez, en fait, ça va prendre le contexte pour déduire des choses. Alors, il y a des mots-clés qui peuvent être immédiatement reconnus comme mauvais, explique Monsieur Jacquier. Cependant, c'est souvent beaucoup plus délicat à analyser. Par exemple, si vous voyez « je vais te sortir » dans un chat. Alors ça, c'est une traduction de « I'm gonna take you out ». Mais je ne sais pas comment ça se traduit, si des gens parlent peut-être un peu mieux anglais que moi. Comment vous traduiriez « I'm gonna take you out » ? Ça veut dire « je vais te dégager », c'est ça ? Comment ça se traduit en anglais? Je vais te descendre. Je vais te descendre, ça veut dire je vais te soulever. Take out, c'est tuer. D'accord, take out en anglais, c'est tuer. Je vais te monter en l'air. Ouais, d'accord, ça se traduirait comme ça. Ok. Donc, I'm gonna take you out dans un chat. Ok, oui, ça a l'air d'être je vais te descendre, enfin je vais te tuer. Parce que, est-ce que, vous voyez, ils disent, si vous jouez à un jeu de tir compétitif, I'm gonna take you out, ça va pas poser de problème. Parce que ça va être, je vais te tuer dans le jeu. Vous voyez, typiquement, je vais te tuer dans le jeu. Mais si par exemple vous êtes dans un autre style de jeu, par exemple Rocket League, qui est un jeu de voiture, effectivement, dire à quelqu'un I'm gonna take you out, donc je vais te tuer, le contexte peut être différent. Voilà, donc c'est pour ça que l'IA doit apprendre du contexte. Bien sûr, il est impossible d'enseigner à l'IA tous les scénarios nuisibles possibles, mais le duo explique que l'objectif est d'affiner leur système pour rechercher ces exemples spécifiques et les détecter avec une forte probabilité. Donc effectivement, c'est un début, les deux entreprises veulent être extrêmement visibles pour leurs joueurs afin d'encourager une expérience de jeu plus accueillante. Nous voulons que les joueurs sachent que nous prenons des mesures dans ce domaine. La visibilité et la com avec les joueurs seront essentielles pour qu'ils comprennent que ça se passe en arrière-plan. Ils ne doivent pas se soucier, c'est ça, de la manière dont ça se passe, ils veulent savoir que les choses s'améliorent. Ils bossent dessus depuis 6 mois, prévoient de partager leurs connaissances et les prochaines étapes potentielles avec l'ensemble du secteur l'année prochaine. La création d'un environnement en ligne plus sûr est cruciale à une époque où tout le monde est en ligne, et tous les deux réitèrent l'espoir que davantage d'éditeurs viennent pour dépasser le modèle de mots-clés qui s'est avéré insuffisant pendant si longtemps. En fait, le problème effectivement de détecter des mots-clés, c'est qu'en fait il y a des façons de les contourner très faciles. Vous pouvez par exemple utiliser des emojis. Avec des emojis, vous pouvez écrire des messages qui sont racistes, homophobes. Voilà, et en fait, la détection de mots-clés ne fonctionnera pas. Alors qu'une IA aura appris que utiliser les emojis, et que en apprenant que la personne s'est fait ban à cause de ça, va apprendre que c'est un contexte dans lequel, effectivement, c'est un message toxique. Oui, les astérisques aussi. Les astérisques sont un très bon moyen de faire passer des messages qui sont illégaux. Tout à fait. Voilà pour cet article. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si vous êtes forcément très sensible à tout ça, mais je trouve que c'est une bonne initiative. Je trouve que ça va dans le bon sens. Parce qu'en fait, le problème des jeux vidéo, c'est aussi que le volume de choses à modérer est absolument délirant et qu'en fait, on va commencer à être obligé de mettre un peu d'IA dans tout ça. Le plus important, c'est quand même de pouvoir faire appel. Mais un peu d'IA... mais un petit peu d'IA me paraît pertinent, quoi. Et le contexte, j'ai pas compris ton message, Moustique. Pantémort, meilleur trad. Ok. Take you out, ça veut dire je vais pouvoir t'emmener au restaurant. Non, take out, ça veut dire à emporter. Non, on est d'accord, take out. Take away ou take out, je sais plus. Ce mug est peut-être le plus modéré que j'ai vu, mais c'est normal. C'est normal. On est obligé. C'est normal. C'est pick up. Non, c'est take away. Oui, pardon. Pour la bouffe à emporter, c'est take away. Ça veut dire plein de choses. Et en fait, c'est bien la preuve qu'il faut du contexte. C'est bien la preuve que l'IA est importante pour comprendre. Enfin, c'est important qu'une IA comprenne le contexte. Effectivement. Alors, tu dis quoi? Je me rappelle d'un web où les forums, les
Chat était responsable des contenus qui étaient publiés. Certes, ça bridait un peu les features sociales, mais est-ce que ça rendait pas le web meilleur? Ouais, est-ce que c'est pas un petit peu... est-ce que c'est pas un... C'était mieux avant? Tu vois, For Switch, je me pose la question de ton message. Je pense que la différence avec les forums d'avant, c'est que il n'y avait pas une quantité de contenu aussi délirante. Et puis tu dis ça, mais tu vois, fut une époque, alors je sais pas trop si c'est le cas encore aujourd'hui, mais fut une époque où certains forums, notamment jeuxvideo.com, il y avait des questions de modération, quoi. C'était assez compliqué. 4chan aussi et tous ces forums-là, quoi. Donc, je suis pas sûr que avant était toujours mieux. Je sais pas. Je pense qu'on a toujours les lunettes de la... Comment on appelle ça? De la nostalgie qui nous brouille un petit peu notre analyse. Ouais, attention, M1 Nigo et tous les... Et en fait, quand vous vous prenez à partie dans le chat, c'est un peu pénible. Discutez en privé. Allez sur Discord, envoyez-vous des messages sur Twitch en privé pour continuer votre discussion. Parce que... et réagir au fait qu'on dise de pas réagir, c'est pire que tout. Donc c'est normal qu'on supprime ces messages. C'est pas mieux avant, mais ça permet de s'inspirer pour demain. Vu comme ça, oui. Twitter travaille dessus depuis un moment. On est dans le domaine du Not Natural Language Processing. Comment ramener un texte ambigu à quelque chose de compréhensible. C'est là où les humains, on est très très forts. C'est qu'on arrive avec de l'ambigu à faire passer des idées. Alors c'est souvent des mauvaises idées. Mais l'IA peut être capable de comprendre l'ambigu. Elle ne sera pas capable de le comprendre à 100%. Mais elle peut le comprendre. Si tu dis à ton ou ta partenaire « Tonight I'm taking you out », ouais, ça veut dire « je te sors » en fait. Je t'emmène quelque part. Non mais c'est leur exemple, il est bien. Leur exemple, il est bien parce qu'effectivement, I'm going to take you out », effectivement, ça veut dire « je peux te tuer » ou « je peux t'emmener en rendez-vous amoureux ». Quoi. Donc c'est bien la preuve que le contexte est complètement important. Tu as raison, Fanny, je suis bien d'accord. Pour ce qui est du harcèlement, c'était pas mieux avant. Je suis d'accord. Je suis extrêmement d'accord d'ailleurs sur le fait que j'ai vu la dernière vidéo du Roi des Rats, très intéressante. Et la dernière vidéo du Roi des Rats, il parlait de Bill Clinton et de l'affaire, j'ai un trou de mémoire, ça doit être la fatigue, de Melinda, comment elle s'appelait déjà? Les polémiques. Si je tape polémique. Monica Lewinsky, merci. Monica Lewinsky, donc j'ai vu hier la vidéo qui parlait de ça. Et en fait, c'est fou comme le harcèlement. Je trouvais qu'à l'époque, les médias étaient plus violents qu'aujourd'hui. C'était horrible le harcèlement que s'est pris. Non, Madame Cigare, justement, Falco Bull, pour le coup. Si tu vois la vidéo, je pense que c'est peut-être le moment d'avoir un peu de respect pour cette femme. Qui a eu le malheur, attention, waouh, d'avoir des relations sexuelles avec Bill Clinton. Waouh, attention, quel malheur. Non, vraiment, allez voir la vidéo du Roi des Rats, elle est super intéressante. Parce que cette femme s'est pris un torrent de haine et d'harcèlement. Donc c'était pas mieux avant. Vraiment. Et c'est terrible quand ils pensent un peu avec justement, on va dire, toutes les avancées, tous les débats sur le féminisme et tout ça. C'est fou quand même, comme avec les lunettes de 2022, revoir cette histoire, tu te rends compte à quel point, ouais, il y avait une façon de considérer, et encore aujourd'hui, mais il y avait une façon effectivement de considérer les femmes et leur sexualité qui était vraiment à gerber, hein, et c'est pas encore, c'est pas du tout encore, on n'a pas encore fait tant de progrès que ça, mais ça s'améliore petit à petit. Je viens d'arriver, mais est-ce que vous avez abordé l'utilisation des IA pour les images Midjourney ou autre? On en a déjà parlé dans le mug. Mais d'ailleurs, on va enchaîner avec un sujet qui fait lien avec celui d'Ubisoft et de Riot Games, là, sur l'IA qui analyse les messages dans le chat. Donc on va en parler. Allez voir la vidéo du Roi des Rats. C'est une petite recommandation, pas piquer des hannetons ce matin. Petite recommandation pour voir un petit peu cette histoire.
que je trouve vraiment, vraiment intéressante. Et un peu dans le même style de documentaire qui montre pas mal de choses sur la société. Il y avait le documentaire sur Janet Jackson et le fameux Nipplegate. Janet Jackson et le fait qu'elle a été dans une méga merde absolument dégueulasse, alors que Justin Timberlake n'a quasiment rien eu pour sa carrière. Donc vraiment, c'est des docus qui sont super intéressants. Alors, on va parler de cet article écrit par 3 personnes, par Emmanuel Morel, Cédric Villani, que vous avez déjà, vous en avez déjà entendu parler, de Cédric Villani, et Pierre Ouzoulias, que je ne connais pas spécialement pour le coup, qui parlent un petit peu, qui font un petit essai sur l'IA et le futur. Mais c'est pas un essai, je trouve, trop anxiogène. Je trouve que c'est un petit article, il est pas très long. On lira peut-être pas tout, mais un petit article qui réfléchit un petit peu au futur, à l'intelligence artificielle, et je trouve que c'est assez chouette. Alors, et ça fait lien avec l'article d'Ubisoft et de Riot Games. Que diriez-vous d'un monde dans lequel un article de journal ou le scénario d'un film serait intégralement rédigé par une IA ? Que penseriez-vous d'une société dans laquelle une décision de justice serait rendue par un algorithme ? Merci pour vos subs d'ailleurs, merci Wolfenstein, Eric Mi14, Doudidou, merci beaucoup, je vous ai pas remercié. Que pensez-vous donc d'une chaîne de musique qui vous ferait entendre un nouveau morceau composé de A à Z, paroles, instruments et arrangements par un réseau de neurones ? Accepteriez-vous de travailler dans une entreprise qui laisserait à une machine le soin d'examiner votre CV et à une autre le droit de vous accorder une pause ? Alors, je vous pose la question dans le chat, si vous voulez y réfléchir. Ces exemples ne sont pas issus du meilleur des mondes de 1984. Ils ne sont qu'une infime partie de ce qui est déjà rendu possible par l'intelligence artificielle. On a déjà fait un peu la démo de génération d'images, notamment avec Midjourney, et c'est bluffant. Ils ont déjà tous été mis en œuvre ici ou là, suscitant des débats légitimes dans la foulée du célèbre ouvrage de l'informaticienne Katie O'Neill, Algorithme, la bombe à retardement. La question n'est désormais plus de savoir si nous devons approuver ces bouleversements. Il est trop tard pour cela, et les rejeter, ce serait oublier les côtés les plus sympathiques. C'est pour ça que j'aime bien cet article, je trouve qu'il est pas que négatif. L'algorithmique, experte en diagnostic à partir de données médicales, a déjà sauvé des vies. À Singapour, elle recale en temps réel les feux de circulation pour laisser la voie libre à une ambulance appelée pour une urgence vitale. Elle apporte un peu de confort plus que bienvenu à des agriculteurs. Elle donne chaque jour à des millions d'usagers les instructions pour trouver un itinéraire rapide, donc Google Maps par exemple, aller à la rencontre du bon arrêt de bus dans une ville inconnue. Elle améliore des consommations d'électricité à l'échelle des ménages ou de communes, aide à optimiser les positions des éoliennes, fouille les entrailles des grandes bases de données médicales pour mettre au point de nouveaux traitements. Quelles institutions, quelles règles pour faire le bon tri ou le bon compromis, régulant tout en régulant et en permettant les progrès permis par l'IA ? Du travail a été fourni, du travail reste à fournir. Les interrogations liées à l'IA passent souvent sous les radars politiques et médiatiques. Sans doute est-ce dû, pêle-mêle, à l'ésotérisme du jargon de la tech et au lobbying des grandes compagnies internationales qui présentent l'IA comme un progrès à accepter d'un bloc, incorporé dans des solutions démesurées par leur complexité technologique. Blablabla. La compagnie Tesla est emblématique de ce travestissement de progrès. Son fondateur, le famoso Elon Musk, n'hésite pas à évoquer l'IA comme une menace existentielle pour l'humanité, bien conscient de l'efficacité d'une telle provocation pour séduire les investisseurs. À raison, l'impact sur le travail et l'emploi nourrit les plus grandes inquiétudes, tout autant que les plus grandes incertitudes. Emploi massif de travailleurs pauvres pour consolider des bases de données toujours plus importantes, ce prolétariat d'un nouveau genre, à défaut d'être remplacé par une armée de robots, ne doit-il pas être considéré comme tel ? L'esclavage, il est intéressant cet article, l'esclavage d'employés Amazon soumis aux ordres d'algorithmes, tant dans leurs actions que dans la gestion de leur pause, les optimisations d'horaires, devenues parfaitement ingérables et décrits dans le rapport de O'Neill. Je pense notamment plus aux livreurs de colis qui ne peuvent pas respecter le code de la route pour livrer les colis correctement. D'ailleurs, quand vous râlez sur le fait que La Poste, Colissimo, toutes les entreprises de livraison livrent mal les colis, ne tapez pas sur les livreurs. Ça ne sert à rien, c'est un problème de système. C'est un problème que les livreurs sont sous-payés, ont des horaires impossibles à tenir, et donc râler sur les entreprises. Voilà. J'avoue que moi à chaque fois ça me fait un peu tiquer quand des gens râlent sur les livreurs. C'est pas la faute des livreurs. Oui, individuellement le livreur aurait peut-être pu mieux bosser, mais en fait c'est un problème de système. Bref. Alors regardez, il y a Karl Marx.
Les optimisations d'horaires devenues parfaitement ingérables et décrites dans le rapport de O'Neill donnent finalement raison à Marx. Et oui, oh Marx. Lorsque celui-ci affirmait que le temps est tout, l'homme n'est plus rien. Oh, c'est beau. Il est tout au plus une carcasse du temps. Oh là 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 là, quel grand homme. J'exagère un petit peu, je le rappelle, hein, la team premier degré, on se calme. Qu'avons-nous à dire sur les implications philosophiques, juridiques et politiques de l'intelligence artificielle ? La Chine nous démontre comment elle peut être utilisée, l'IA, pour la surveillance massive et l'anéantissement de la vie privée. Aux États-Unis, elle s'est sournoisement infiltrée dans les procédures judiciaires, accentuant le plus souvent les jugements à caractère raciste ainsi que des associations. On pu le prouver, ainsi que des associations, bizarrement écrit. Oui, ok, les associations ont pu prouver que des jugements avaient une tendance raciste. Le gouvernement français, suivant l'avis du rapport du Conseil d'État sur l'intelligence artificielle, a décidé de continuer le déploiement d'une stratégie initiée en 2018. Donc, je vais sauter un peu, poser les mêmes questions. Comment instaurer un contrôle démocratique dans l'utilisation des algorithmes ? Comment l'articuler avec notre souveraineté numérique ? Quelle politique accorder à l'usage croissant des nouvelles technologies ? Quel équilibre entre algorithme et de protection des données ? Qui est responsable juridiquement de l'algorithme en cas de défaillance ? C'est une très bonne question. Le temps presse car les grands groupes disposent d'une avance considérable sur les États. Sans réaction de notre part, nous serons dans l'incapacité de construire une politique humaniste. Et humaniste, c'est un mot qu'on voit pas assez souvent, je trouve, dans les journaux. Humaniste et opérante de l'intelligence artificielle. Le Parlement européen a déjà porté le fer sur le sujet, mais sans la couverture médiatique nécessaire à un débat fécond dans l'opinion publique. Voilà. Est-ce que la main... Je vais terminer avec ça. Il est essentiel que nos organisations politiques, syndicats, associations et universitaires agissent de concert pour que demain, nous soyons tous capables de répondre à cet immense défi. Le seul truc que je reproche un peu à l'article, c'est de pas encore réfléchir à des solutions, je trouve. C'est plus un espèce de constat. Un constat qui est pas que négatif, c'est ça que j'aime bien aussi. Mais article néanmoins très intéressant. Guillaume exagère, en vrai il trouve que Marx allait pas assez loin, limite libéral. Mais non. Après quand le livreur casse mon colis en le balançant par-dessus mon portail, désolé je critique le livreur. Je pense que je comprends, mais je pense que le problème n'est quand même pas le livreur. Mais j'allais redire ce que j'allais dire. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Si un jour une IA devient au moins aussi intelligente, voire plus que nous, et du coup acquiert la capacité de pouvoir prendre des décisions, c'est déjà le cas, hein, Anthony, ça risque de devenir complexe pour l'humanité, à mon avis. Je vois l'IA comme la fin de l'humanité à long terme. Ah, tu penses ? C'est très dur d'imaginer comment les choses vont évoluer. Est-ce que ça va évoluer comme dans le film Merde, comment il s'appelle ? Wall-E ? Est-ce que ça va évoluer comme dans le film Wall-E, où on va avoir des êtres humains qui passent leur journée à se divertir ? Mais c'est une bonne question. Vu que la robotisation et l'IA aura permis de se soustraire à du travail pénible, est-ce que l'humain va ne faire que se divertir ? C'est une question que je pose, je trouve ça intéressant. Guillaume, actionnaire dans Chronopost, DHL, FedEx. Non. Merci Guillaume d'avoir pensé aux livreurs. Étant ancien livreur, c'est exactement ce que tu décris. Bah voilà, écoutez un peu les gens qui ont bossé dans le milieu. Après, je comprends la frustration de certains sur des colis abîmés, mais ne les mettez pas tous dans le même panier. Il y a les bons et les mauvais, sans compter les manutentionnaires qui sont beaucoup plus en amont. Tout à fait. Au bout d'un moment, je pense qu'un peu d'empathie, c'est pas mal. Et je sais que c'est frustrant un colis pété. Mais est-ce que c'est pas... Est-ce que le boulot du livreur est pas plus désagréable qu'un colis pété que de toute façon tu vas ravoir dans une semaine parce que tu l'as renvoyé ? Je pose une question. Vous avez le droit de pas être d'accord. Attention à ne pas exonérer les responsabilités individuelles. C'est là où mes opinions personnelles font que oui, l'individu c'est important, mais je considère que la majorité des problèmes sont dus à des problèmes d'organisation, ce qu'on appelle systémique. Je sais que le mot est un gros mot pour certains, mais et qu'en fait, dans la même situation, est-ce qu'on ferait pas la même chose ? C'est toujours l'exemple que j'aime donner. C'est que dans la même situation, avec la pression que tu as, avec le salaire très faible que tu as, et avec, par exemple, quelqu'un au-dessus de toi qui te fout une pression, qui te menace de te virer, etc., est-ce que tu ferais pas la même chose ? Moi, je pense qu'on serait beaucoup à faire la même chose.
parce que je ne me crois pas parfait, en tout cas à titre personnel. Et je suis convaincu que dans des situations comme ça, l'être humain a une façon de réagir et en fait, tu auras la flemme de respecter tes colis parce que t'as pas le temps de le faire. Je te repose une autre question. Est-ce que tes conditions de travail justifient que tu abîmes? J'ai pas dit que ça justifiait. J'ai pas dit que ça justifiait. J'ai dit que ça expliquait. J'ai pas dit que ça justifiait. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que typiquement pour l'exemple du livreur, après je vais revenir à l'article, pour moi, difficile de parler en leur nom. Vous voyez, typiquement, j'ai pas fait le métier de livreur. Je me permettrai pas de me mettre forcément à leur place. Tu dis quoi, JLNBR? On va revenir à l'article à l'IA. Il y a déjà eu des solutions côté universitaire. Pour mon cas, d'ici quelques mois, on va m'obliger à prêter serment sur une intégrité, c'est super intéressant, sur une intégrité scientifique lors de la soutenance de ma thèse. Domaine de l'IA. Un peu à la manière des médecins ou du serment d'Hippocrate. Ça a une valeur symbolique, c'est un bon début. C'est cool. J'aime bien l'idée que tu t'engages à ce que ton IA ne soit pas utilisée à des fins malveillantes. Je trouve que l'idée est cool. Comprendre n'est pas accepter. Oui, je suis bien d'accord. On est complètement d'accord. Perso, je n'y crois pas que l'IA nous libérera du travail pénible. On promettait ça à mon père en 1950. Les usines et les manutentionnaires dans les entrepôts existent encore toujours. Donc l'IA n'aidera pas à réduire les travaux pénibles. Attention, ta démonstration n'est pas bonne. Tu dis parce que on a dit ça à mon père et qu'aujourd'hui ça existe encore, alors l'IA ne va pas réduire les travaux pénibles. L'un n'implique pas l'autre. En soi, ça peut très bien, dans 50 ans, réduire drastiquement. L'IA et les robots peuvent réduire drastiquement les métiers. Tu vois, je peux te contre-argumenter en te disant, regarde dans les magasins, les petits Carrefour Market, les casinos, les trucs comme ça, il y a de plus en plus de caisses automatiques. Et les caisses automatiques, d'une certaine façon, remplacent les êtres humains. Donc, dans ce cas-là, alors c'est pas une IA, mais c'est une automatisation, un automate, pour le coup, a enlevé un travail pénible. Donc tu vois, attention avec ces avis où tu fais une déduction avec ton expérience. Je comprends pourquoi tu le dis, et je comprends bien sûr, mais elle est factuellement, ça ne prouve pas. Je suis aussi en thèse, c'est dommage que ça soit pas rétroactif, ce serment ne soit pas rétroactif, car il y a aussi un paragraphe sur le respect des pairs et de l'intégrité scientifique. Ouais. L'IA ne sera pas tout car on sera dans une ère de la technocratie gestionnaire sans évolution de l'humanité. L'interprétation inexpliquée dans le cadre de l'art ne peut être copiée. L'IA ne doit pas se substituer à la décision, gestion ou création humaine. Il y a des curseurs qui vont bouger, mais jamais l'IA ne permettra l'évolution des interprétations sociales. L'IA est un outil et non un résultat. Je suis un peu d'accord avec toi sur le fait que l'IA ne peut pas... Comment dire? Le problème de l'IA, c'est qu'elle ne peut déterminer que le bien ou le mal parce qu'on lui a appris ce que c'était le bien ou le mal. Et en fait, presque tout le débat est ici. La preuve aussi, c'est que les IA, si tu les laisses s'entraîner sur Twitter, elles deviennent racistes. Rien que ça, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que le racisme c'est une question, c'est une hypothèse, attention, je dis pas que c'est vrai ou quoi. Mais le fait que l'IA devienne nazi, raciste et tout, est-ce que ça veut dire que l'être humain, une majorité d'êtres humains sont comme ça? Est-ce que ça veut dire que l'IA, si on la laisse apprendre, elle devient comme ça parce que elle a l'impression que c'est la vie majoritaire? Enfin, vous voyez, ça pose 1000 questions. Donc effectivement, l'IA a ce gros défaut, c'est que l'IA, en fait, apprend. L'IA, je la vois comme un enfant qui apprend en permanence. Alors qu'un être humain, d'une certaine façon, après on pourrait se dire que l'être humain, en fait, il apprend avec des stimuli et ce qu'il est en train de voir et tout, donc je sais pas. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'une IA, probablement qu'elle a quand même sa limite dans
dans l'anticipation et la sensibilité aux évolutions sociales notamment, l'évolution de la société. En compta, les logiciels ont remplacé les tâches humaines. Dans les années 80-90, les effectifs se sont réduits puis augmentent dans les années 2000. Ah, mais il y a plein de secteurs où l'automatisation a réduit, beaucoup le nombre de travail. En effet, tu as raison sur ces métiers, mais pour le coup, même si l'IA permet de réduire les travaux pénibles, si on ne change pas le système où il faut travailler pour manger, ça ne va pas poser problème d'enlever les boulots nécessitant pas ou peu de diplômes. Il y a beaucoup de gens qui ont théorisé notamment tout ce qui va être revenu universel et tout ça. Alors, très très compliqué de savoir si c'est vraiment viable, un revenu universel pour la société. Mais j'ai envie de te dire qu'effectivement, si on automatise beaucoup de choses, est-ce que l'idée même du travail a du sens? Tu vois, non, mais il y a des questions. Je dis ça, j'ai pas encore d'opinion définitive là-dessus. Mais c'est des questions. L'IA est une question de société. Twitter n'est pas une représentation de l'humanité. Attention au raccourci. J'ai pas dit ça. Si jamais l'émission de Mister MV hier sur les jeux indépendants parlait des IA dans le game design et le graphisme, ça pourrait t'intéresser d'ailleurs parce que leur vision graphiste est très intéressant. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que l'IA permet d'assister les dessinateurs et dessinatrices. S'ils disent ça, je suis assez d'accord. Je pense que une IA ne va jamais remplacer un humain pour la création d'une nouvelle chose. On va avancer, mesdames et messieurs. On va avancer. Et avant de parler des réseaux sociaux, un article qui fait un peu lien avec Twitter et Elon Musk, nous allons parler, voilà, sans transition, de notre merveilleux sponsor, O'Clock. Et oui, alors qu'est-ce que c'est O'Clock? Vous vous demandez bien sûr. Eh bien, O'Clock, c'est l'école tech qui va vous former au métier de développeur web à distance. Pour faire simple, c'est donc une classe virtuelle. L'objectif de l'école est de proposer aux personnes en reconversion professionnelle ou en recherche d'emploi une solution pour changer de vie et entrer dans un secteur qui recrute. O'Clock a donc créé une formation de 6 mois pour devenir développeur web, développeur ou développeuse d'ailleurs, destinée aux débutants. Cette formation est reconnue par l'État. L'école propose des rentrées mensuelles. Il est possible de commencer cette formation à n'importe quel moment. Il est aussi possible de se former en alternance sur des technos spécifiques très demandés dans le marché de l'emploi et même suivre une formation spécialisée en accessibilité du web. Ces formations sont payantes et O'Clock a une équipe dédiée à la recherche de financement pour les futurs apprenants. 75% des personnes ont pu financer leur formation partiellement ou entièrement. Les retours d'expérience O'Clock sont excellents avec une note de 4,8 sur 5 sur 563 avis. L'école nous a garanti bien sûr que ces avis sont authentiques, mais ne nous faites pas confiance. On vous le dit à chaque fois, faites-vous confiance. Allez vous-même lire ces commentaires, allez vous-même poser des questions à O'Clock. Pour cela, utilisez la commande O'Clock dans le chat, !O'Clock. Merci à eux de nous permettre de produire l'émission et je vous propose qu'on passe à la tartine. Alors juste pour répondre rapidement à ton commentaire, Théogal, tu dis « J'avoue que j'ai quand même un peu de mal à voir comment en 6 mois on peut être formé au dev. » Alors déjà, pose la question à O'Clock, mais il y avait des retours utilisateurs qui disaient qu'en fait ça formait, on va dire, ça formait à la base de la base et que ça te perfectionnait quand même, notamment par exemple en développement web, ça te perfectionnait pas mal. Mais il est évident que, et on va pas vous vendre du rêve, en 6 mois, tu ne peux pas avoir l'expérience d'une personne qui a fait 5 ans d'études, évidemment. Maintenant, pour contrebalancer ça, en 6 mois, c'est intense. C'est vraiment une classe, c'est vraiment des cours, c'est une formation intense. Donc, 6 mois intenses pour faire du développement, c'est pas mal quand même. C'est pas mal du tout. Donc oui, et puis comme le dit Anthony, tu vas pas faire du C++, si je dis pas de bêtises, tu n'apprends pas par exemple chez O'Clock, mais peut-être qu'ils me contrediront, mais je ne crois pas que tu vas apprendre tout le système de pointeurs, tout le système avec le C++, tous les systèmes, par exemple de voir un peu d'assembleur, des choses comme ça. Tu vas vraiment plus être sur du fonctionnement du web. Donc voilà. Et effectivement, après, il te faut de l'expérience. Allez voir O'Clock, je vous jure que... Allez voir les avis, vous allez voir, c'est pas du... Comment je peux dire ça? Ils vous vendent pas du rêve, ils sont assez pragmatiques sur ce qu'ils vendent.
Allez les voir. Mon copain a fait O'Clock et a un CDI maintenant. Mais merci Calicia pour ton message, c'est cool de le mettre. Mais il faut faire des projets en plus et pas rester dans les acquis. Ouais, voilà, tout à fait. C'est des bases, hein. C'est des bases. C'est des grosses bases où vous avez appris de façon très intense. Mais il est évident que O'Clock ne vous vend pas de faire 5 ans d'études en 6 mois. C'est évident. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on les a acceptés. C'est qu'ils ne sont pas dans un délire voilà, Enfin, vous avez compris. Salut Flonflon, comment tu vas? J'espère que ton stylo baguette se porte très bien, évidemment. On va faire un article que je trouve vraiment passionnant. C'est une discussion en plus que j'ai eue avec ma copine il n'y a pas longtemps sur le web un peu gratuit. Un débat assez cool qu'on n'était pas totalement d'accord sur certains trucs, mais c'était chouette. On en a discuté aussi avec Jérôme et un peu avec l'équipe Nowtech aussi sur la gratuité des réseaux sociaux, un modèle économique au bout du rouleau. Alors, la news est un petit peu vieille, parce que c'est une news qui date du 9. Je voulais faire cet article en fait la semaine dernière, mais j'avais pas eu le temps, donc c'est le 9 novembre 2022. Mais il n'empêche que la réflexion est super intéressante et que je trouve qu'en réfléchir à ça avec vous, c'est chouette. Alors, je vais juste passer le début parce qu'il reparle d'Elon Musk qui veut faire payer Twitter. En gros, voilà, le premier paragraphe, c'est sur Elon Musk. Oh là là, maintenant il veut faire payer $8 Twitter par mois. Bref, ok, c'est ce qu'il faut avoir en tête pour l'article. Car le nouveau propriétaire, donc j'enchaîne, car le nouveau propriétaire de l'Oiseau Bleu, donc Elon Musk, n'est pas le seul à être sur les dents à propos des finances de sa plateforme. Meta a vu aussi ses bénéfices sévèrement dévissés au troisième trimestre, moins 52%, et il a perdu plus de 600 milliards de dollars de capitalisation boursière en un an. Non seulement la maison mère de Facebook a jeté aux oubliettes son ambitieux plan de recrutement de 10 000 professionnels du métaverse, mais elle vient de confirmer ce 9 novembre un plan de réduction de postes massif. On en a parlé excusez-moi, dans le mug de la semaine dernière. Pas moins de 11 000 personnes vont recevoir un mail de licenciement aujourd'hui. Cela représente 13% du personnel du groupe. À peine quelques jours plus tôt, Elon Musk virait la moitié des effectifs de Twitter, ça on en a parlé tout à l'heure, et Snapchat, on n'en a pas trop discuté, le réseau très prisé des adolescents ne se porte pas mieux. Il continue de voir sa base d'utilisateurs actifs croître, et oui, Snapchat ça marche bien, mais ne parvient pas à passer le seuil de rentabilité. Fin août, il avait déjà annoncé un plan social de 20%, le 20 est écrit bizarrement, 20% de ses effectifs. Même la star TikTok, qui fait trembler tous les réseaux sociaux de la place tant il engrange en masse de nouveaux inscrits, 1 million par jour, TikTok c'est vraiment énorme, TikTok tâtonne. TikTok tâtonne, c'est pas mal. Bref, TikTok tâtonne en réalité lorsqu'il est question de sous. Le réseau ne publie pas ses comptes, mais sa maison mère est déficitaire, rappelle un pro du secteur. Et oui, c'est important de l'avoir en tête. La crise du business model des réseaux sociaux mérite qu'on s'y attarde, car ce modèle du tout gratuit entièrement payé par la publicité a façonné le web qu'on connaît aujourd'hui. Dès le début, les réseaux sociaux ont construit leur économie autour de la publicité, explique Emmanuelle Patry, fondatrice du Social Media Lab, organisme de formation pour professionnels de la communication. Au début, les possibilités étaient rudimentaires, il s'agissait surtout de vendre des espaces d'affichage en ligne. Mais progressivement, les géants du web et les acteurs de la publicité ont sophistiqué leurs outils, offrant la possibilité d'acheminer de la publicité de manière toujours plus ciblée et facilement paramétrable. Les annonceurs et leurs prestataires n'ont désormais qu'à sélectionner des paramètres, âge, sexe et localisation, pour que leurs réclames soient aussitôt diffusées à grande échelle à ces profils. C'était la force notamment de Facebook. Pouvoir cibler les internautes en fonction des centres d'intérêt a changé la donne, analyse Emmanuelle Patry. C'est vraiment cela qui a fait le succès des réseaux sociaux dans la sphère publicitaire. Un groupe comme Meta s'est retrouvé à dépasser les 100 milliards de chiffre d'affaires et à générer des bénéfices colossaux, près de 40 milliards de dollars en 2021. Alors pourquoi ce qui a fait battre le web ces 10 dernières années donne aujourd'hui des signes d'essoufflement ? Alors bien sûr, la conjoncture actuelle joue un rôle, lors de récessions comme celle qui se profile, les budgets communication sont les premiers réduits, rappelle Julien Pillot, économiste et enseignant-chercheur à l'INSEC. Mais le filon publicitaire, c'est là où c'est intéressant, devient aussi plus difficile à exploiter, car de nouveaux réseaux sociaux ont émergé, ce qui fragmente le gâteau à se partager. Aujourd'hui, Snapchat ou TikTok ont complètement mis le grappin sur les budgets pubs visant les jeunes. Facebook n'est plus du tout la plateforme adéquate pour les toucher. Ça, c'est vrai. Facebook, c'est utilisé par des personnes qui ont plus de 30 ans, en règle générale. C'est un peu, en fait, c'est à partir de ma génération.
Deux nouveaux secteurs viennent par ailleurs grignoter le gâteau publicitaire. Le géant du e-commerce Amazon, notamment, se construit discrètement un empire dans le domaine. Il a engrangé 31 milliards de dollars grâce à ce filon en 2021, ce qui le place sur les talons de Facebook et Google. Et oui, Amazon est un gros acteur de la publicité en ligne. L'industrie du streaming qui pourtant... Ah oui, ça je voulais pas le dire parce que je trouve ça hors sujet, j'avance un peu. Vivre de la pub en ligne devient aussi plus compliqué. Alors bien sûr, Apple a semé la panique en 2021 en créant avec iOS 14 des verrous techniques qui empêchent les entreprises d'espionner les habitudes de consommation des internautes sur iPhone qui ne le souhaitent pas. Cela a flanqué un sacré coup au marché, surtout Facebook qui a bien souffert de ça, reconnaît un expert. Une autre épée de Damoclès s'apprête à tomber sur cette industrie, car Google a annoncé qu'il mettrait bientôt fin aux cookies tiers, ces petits outils numériques permettant aux entreprises de tracer les sites consultés par des internautes. Je trouve presque d'ailleurs que la fin des cookies tiers dans Google Chrome est une pratique anticoncurrentielle, dans le sens où Google va utiliser ses propres outils de tracking et complètement pourrir les outils de tracking des autres entreprises. Autant je déteste ce monde du tracking des utilisateurs, autant je trouve quand même que c'est une pratique anticoncurrentielle parce que Google va détruire des entreprises qui font la même chose que lui. Parce qu'ils ont un monopole. Je ne trouve ça pas normal. Les formats publicitaires se sont également beaucoup transformés. Une part croissante des budgets des annonceurs finance désormais des partenariats noués avec des influenceurs. Mais les réseaux sociaux n'ont jamais vraiment tenté de prendre de commission dessus, de peur sans doute de faire fuir ces petites ou grandes célébrités vers des plateformes concurrentes. En fait, c'est notamment notre cas, par exemple, quand on fait un partenariat avec Rhino Shield. Google ne prend aucun pourcentage avec ce partenariat avec Rhino Shield. Or, il ne faut pas se laisser leurrer par les pixels. Le coût d'un réseau social n'a rien de virtuel. Rappelez-vous notre vidéo, YouTube c'est pas gratuit. Il faut des bataillons d'informaticiens pour maintenir et faire évoluer une plateforme, des commerciaux pour la monétiser, des experts gérant le casse-tête qu'est la modération des contenus haineux et violents. Il y a aussi le coût et le stockage de transit de ces quantités phénoménales de données. Selon un professionnel du secteur télécom, les géants du web investissent en moyenne plus d'1 milliard de dollars chacun, chaque année, avec des câbles internet sous-marins, blablabla, et les data centers bien sûr. Résultat, les réseaux sociaux ont toujours du mal à atteindre l'équilibre économique. Ayez bien cette phrase en tête les gens. Ça permet de comprendre beaucoup de choses dans notre économie numérique et le fait que quand même c'est hallucinant qu'aujourd'hui, peut-être la majorité du temps que vous passez sur internet, vous le passez sur des entreprises qui ne sont pas rentables. C'est ouf quand même quand on y pense. Je trouve ça assez fou. Et tous, aujourd'hui, se cherchent désespérément un nouveau business model. Moi, je trouve ça... Et vous savez quoi ? Le fait que les entreprises cherchent un nouveau business model, moi, je trouve ça très positif. Le business model de la publicité, et donc du tracking des utilisateurs, je le trouve malsain. Bref. Que les plateformes s'éloignent du modèle gratuit n'est peut-être pas une mauvaise chose pour les internautes. Leur impact politique et sociétal est désormais indéniable. Bonjour Trump aux États-Unis, ou la polarisation des opinions. Or, lorsque l'utilisateur n'est pas le client mais le produit, le service n'est, par définition, pas réellement construit avec ses meilleurs intérêts à l'esprit. Les réseaux sociaux ont d'ailleurs continuellement réduit la voilure sur les fonctionnalités les plus sociales, voire la publication de ses amis, on a même fait une vidéo dessus, qui a bidé, au profit des plus addictifs, défilement infini de contenus divertissants. C'est pour ça qu'Instagram est en train de changer. La transition vers un nouveau modèle économique plus diversifié est cependant un affreux casse-tête. Bah oui, les réseaux sociaux doivent se transformer radicalement sans endommager leur business existant qui est pour l'heure leur unique moteur. Et sans aussi compromettre l'utilisation des réseaux. Si Facebook, par exemple, rend payant des trucs qui étaient gratuits, c'est très très désagréable pour les utilisateurs. Elon Musk a compris la leçon à la dure, arrivant en cow-boy dans l'arène, il a multiplié les propositions choc, liberté d'expression sans entrave, blablabla. En parlant de ça, justement, Elon Musk, ses déclarations sont des orientations peu goûtées par les annonceurs qui ne veulent pas que leur publicité se balade à proximité de tombereaux d'injures ou de délirantes théories du complot, ou de contenus racistes, nazis, etc. General Mills, Pfizer, L'Oréal ou Volkswagen Audi, plusieurs groupes d'envergure ont stoppé leurs projets publicitaires sur Twitter. Le plus gros problème des réseaux sociaux, c'est qu'ils ont proposé leurs services gratuitement pendant bien trop longtemps. C'est exactement ce que j'ai dit. Les plateformes de rencontres amoureuses, assez rigolo, ont anticipé le problème bien mieux que les réseaux sociaux. Au début des années 2010, dès qu'elles sont parvenues à attirer suffisamment de monde grâce à une offre gratuite, elles ont très rapidement basculé sur un modèle freemium. Voilà.
Je vais peut-être avancer un peu parce que l'article est quand même assez long. Bon, ça c'est Twitter, le fait que Twitter est en train d'essayer de rendre des trucs payants. Il y a un truc aussi en Chine, c'est le social shopping, mais qui n'est pas très développé dans nos contrées. C'est le fait d'acheter des produits mis en avant par des influenceurs. Mais nous, c'est pas encore trop mis en avant. Et pour terminer, ils ont également un coup à jouer dans l'économie de la création. Alors, qui ça, les réseaux sociaux, oui. Les réseaux sociaux ont également un coup à jouer dans l'économie de la création. Si les internautes sont peu enclins à payer les grosses plateformes, ils ont en effet beaucoup moins de réticence à sponsoriser ponctuellement, voire régulièrement, les personnes qui créent des contenus, vidéos, textes, etc. Des réseaux comme Twitch, tiens, ont eu aussi l'idée avisée d'intégrer à leur plateforme des outils à cet effet, en engrangeant leur commission au passage, le fait de faire des subs. Et enfin, Meta est peut-être, cependant, celui qui a le mieux compris les enjeux. Et oui, on critique beaucoup Meta, mais en fait, je suis assez d'accord avec pas mal d'analyses. Je pense que Meta, avec son métaverse, a compris beaucoup de choses et fait un pari intelligent sur le futur. Ils vont peut-être se gourer, mais je crois que c'est peut-être le GAFAM qui a probablement au moins le courage d'anticiper les choses. Le métaverse est d'un défi encore très loin d'être relevé, mais si le groupe parvient à bâtir un monde virtuel séduisant, ce serait une transition si radicale que les utilisateurs accepteraient assurément de délier leur bourse. Et les publicitaires y afflueraient vite. Voilà. On va passer au camp de fax et on peut continuer de parler un petit peu de cet article. C'est parti. Merci à la personne qui a fait un sub à Manuel Ferrara TV. Merci pour ton sub offert à Manuel Ferrara. Je t'écoute dans la voiture, c'est super intéressant. Merci pour ce que tu produis. C'est très gentil, mais je suis pas tout seul. On est toute une équipe. On est Nowtech. On est 3 personnes le matin dans le mug pour traiter de l'actualité et la décortiquer. On va pas se mentir, personne n'aurait mis 1 centime pour être sur ces réseaux. La valeur de ces réseaux et restera l'audience. Ils ne peuvent fonctionner qu'avec la pub. Ça se discute. Payer pour les journaux, pour les services de SVOD, maintenant peut-être pour les réseaux sociaux, c'est compliqué. La pub n'est pas un problème. Le problème est la pub ciblée. Oui, d'une certaine façon. Non, mais si, je suis plutôt d'accord avec ça. J'ai un problème avec la pub ciblée et la pub ciblée qui ne s'assume pas. Perso, depuis que le monde demande de payer ou d'avoir du tracking, j'ai redécouvert les articles de France Info, un mal pour un bien, sachant que je paye déjà France Info par mes impôts. Tout à fait. Et oui, le service public, c'est pas si mal finalement. 5 euros ou 10 euros par mois, je suis pas sûr qu'on peut financer Internet comme ça. Donc en vrai, si c'était juste au moment où Apple a mis des anti-pubs, c'est-à-dire que Facebook tenait que sur les achats des utilisateurs d'Apple. Non, mais ça a mis un gros coup dans la fourmilière. Et en fait, il ne faut pas oublier que les personnes qui possèdent des iPhones, les statistiques le disent, sont des personnes qui ont des moyens supérieurs à des personnes qui ont des Android. Et effectivement, ce sont des personnes qui dépensent de l'argent. Et donc, effectivement, retirer la publicité et le tracking, enfin, retirer le tracking dans iOS est un coup de massue pour Facebook. Le concept de rentabilité, c'est très surfait. Ouais, c'est un truc qui me pose beaucoup de problèmes. Et là, je vais mettre ma casquette un peu de droite. Mais vous voyez, pour avoir fait un peu d'entrepreneuriat, on m'a tellement fait chier avec le fait d'avoir un business plan solide. Oui, il faut que ça soit rentable, que je suis désolé, mais je trouve ça absolument dégueulasse que des entreprises puissent vivre à crédit pendant des années et des années, voire des dizaines d'années. Je trouve ça extrêmement frustrant. Qu'on puisse faire confiance et qu'il y ait des investisseurs qui balancent de la thune à des entreprises pendant des années et que ces entreprises vivent à crédit et qu'elles ne génèrent pas d'argent et que même elles en perdent. Je trouve ça anticoncurrentiel, antilibéral, je sais pas, ça se discute. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, je comprends l'intérêt je comprends l'idée de financer, de prendre un gros risque pour qu'une entreprise se développe. Je l'entends. Mais je trouve que ce modèle a quand même un peu ses limites, et notamment, je pense à l'histoire de WeWork.
Voilà. Alors, c'est le moment de l'émission. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Hein, on continue de parler de ça. Mais avant que je vous lise encore un petit peu. Donc, jeudi contributeur à 18h. Que Manuel référera si tu veux venir. Non, mais blague à part. Donc, jeudi contributeur et contributrice ce soir à 18h. Si vous voulez venir, alors je sais pas si j'y serai moi, mais si vous voulez venir nous voir, discuter un petit peu de tout et de rien dans un petit live un peu plus intime et privé, c'est de 18h à 19h. Mettez-vous un petit rappel dans vos agendas. Voilà. Demain, ça sera le mug avec Jérôme. Et voilà. Il n'y a pas grand chose de plus à dire. Il y a une nouvelle vidéo qui est sortie il y a quelques jours, si vous l'avez loupé. Tu as tout à fait raison. Dans un business plan crédible, une entreprise peut décider d'être rentable au bout de X années, mais dans le plan, elle le rembourse les années suivantes. Alors après, je pense que les investisseurs, on leur donne des business plans où on leur promet d'être rentable dans X années, forcément. Mais je trouve que ce système est un peu agaçant quand même. Si les entreprises créent des emplois, pourquoi pas? Oui, non, c'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. Bon, mesdames et messieurs, on va arrêter là. Il est 9h35, il est pas trop tard, c'est cool. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour moi et à demain pour le mug avec Jérôme. Tails, il dit quoi? Je vais pouvoir assister au live contrib. Bah, c'est cool. Oui, c'est vrai que hier, on a fait une sponsor avec Michelin et ils ont offert 100 subs à la communauté. Donc, si vous voulez découvrir le jeudi contrib, venez sur Discord. Le lien, il est sur Discord. Et mettez-vous bien un rappel à 18h. Voilà, comme ça, vous n'oublierez pas. Discord ou Patreon, si on met le jeudi contrib. Voilà, je vous fais des bisous. Je vais lancer le générique de fin et puis je vais raid quelqu'un. Je vais voir qui est en live. Ciao tout le monde. Bye bye.